Raphaël, Bonjour Paola. bon, j'ai entendu votre chapeau, hein, mais je suis désolée, ce qui a été promis dans la dernière émission, vous n'allez pas y échapper. Vous Oui, vous deviez avez raison. essayer de réconcilier Céline et Proust, et moi j'ai très envie de voir ça parce que c'est pas gagné. Il faut quand même rappeler d'abord que, hormis Philippe Solers, peut-être à ma connaissance, il y a très peu de figures officielles, de références, tout simplement, qui savent aimer les deux. Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline. Et alors, il faut dire que Céline lui-même donne de l'eau à ce moulin, à cette dichotomie dont les termes semblent exclusifs l'un de l'autre, à cette alternative dont les termes semblent exclusifs l'un de l'autre, puisque quand Céline parle de Proust, c'est remarquable. Vous savez, par exemple, dans une lettre du 11 juin 1947 à Milton Indus, il dit « Il faut revenir aux Mérovingiens pour retrouver un Galimathia aussi rebutant. Ah, ça ne coule pas. Quant au profond problème, Madoué et la sensibilité, pique-pou. Ou alors, 300 pages pour nous faire comprendre que Tutur encule Tatave, c'est trop. » Et alors, vous avez une lettre, par exemple, du 27 février 1949, adressée à Jean Paulhan, dans laquelle Céline écrit, ça on n'en attendait pas moins de lui, Proust n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish tarabiscoté, hors de toute tradition française. Il y a même un passage dans Le Voyage au bout de la nuit où Proust est cité, et alors là pour le coup, on n'est plus dans la correspondance, et c'est extraordinaire. Écoutez Céline. Proust, mi-revenant lui-même, déjà, attendons une seconde sur ce mot sublime, mi-revenant, c'est pas un revenant entièrement, c'est un mi-revenant. Il admirait Proust. Mi-revenant lui-même s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans les rites et démarches des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant leur vateau toujours, chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Et ça, c'est tellement juste, et c'est tellement beau, et c'est tellement... je veux dire, cet homme-là, on ne peut pas parler comme ça d'un écrivain qu'on méprise. C'est pas possible. Et quand on lit de près Le Voyage au bout de la nuit, et qu'on a un peu lu la recherche, et qu'on s'amuse à cet exercice un peu vain, cet exercice comparatif, qui peut sembler vain tant qu'il ne délivre pas peut-être une signification propre au livre dont nous parlons, quand on lit les deux, on repère quand même des points communs qui vont parfois jusqu'à la gémellité. Par exemple, quand il est... vous savez, on en a parlé la semaine dernière, quand le colonel se fait... explose sous l'effet d'une grenade ou d'une bombe, et donc se retrouve avec son cou plein de glouglou dans les bras pour l'éternité du maréchal des logis, Bardamu, qui est juste à côté, écrit ceci, enfin Céline écrit « On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. » Or, au tout début de la recherche du temps perdu, quand je vous dis le tout début, c'est la première page de la recherche du temps perdu, le narrateur qui, comme vous savez, hésite à s'endormir, enfin ne sait pas s'il dort ou s'il est éveillé, etc., ne cesse de faire des réflexions sur ce qu'il vient de lire, mais ces réflexions, dit-il, avaient pris un tour un peu particulier. Or, quel est le tour un peu particulier que prennent ces réflexions ? Voici la phrase. « Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. » Ça, c'est Proust. Alors, chez Céline, il devient du feu et du bruit. Chez Proust, il devient une église, un quatuor ou la rivalité de deux souverains. Mais dans l'un et l'autre cas, il y a l'idée d'une incorporation de l'individu, alors à la fois d'une incorporation de ce qu'il voit ou de ce qu'il lit à sa propre substance, mais également, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Une intégration de l'individu au roman qui est en train de s'écrire. Quand Proust écrit qu'il devient lui-même ce dont parle l'ouvrage, il ne fait que délivrer le programme qui est celui de la recherche du temps perdu, où c'est l'histoire d'un homme qui devient ce qu'il est, et dont l'ouvrage est tout entier le récit d'un homme qui devient ce qu'il est. Dans Le Voyage au bout de la nuit, c'est exactement la même chose. Et si vous voulez, l'idée de ces deux individus, l'un devient du feu et du bruit, l'autre devient la rivalité de François Ier et de Charles Quint, dans les deux cas, c'est l'idée qu'à mesure que ces individus se constituent, se composent, que leurs aventures, leurs péripéties les composent, ils deviennent non seulement ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent, mais également ils deviennent ce que nous lisons, c'est-à-dire qu'ils deviennent le récit que l'écrivain nous propose de leur propre vie. Et les deux ont cela en commun. Il n'y a au fond aucune étrangeté.
du personnage principal à l'histoire qu'il raconte. Il y a une intégration réciproque de l'histoire dans le personnage et du personnage dans l'histoire. Et je crois que les deux ont en commun ce processus, outre que les deux livres sont écrits à la première personne du singulier, comme par hasard. Et que cette première personne du singulier sert chez Proust à déconstruire le moi, et révèle un narrateur omniprésent et fantomatique, et chez Bardamu, tout simplement à décrire un tempérament qui change d'avis comme de chemise ou comme de température, c'est-à-dire qui est lui-même constamment soumis aux états de son corps. Donc dans les deux cas, c'est une identité diffractée, une identité répandue, disperdue, qui se donne comme une identité, comme un jeu, J-E, et c'est un jeu qui se décrit ou qui décrit sa propre aptitude à incorporer ce qu'il regarde, ce qu'il contemple, c'est-à-dire lui-même à être intégré par le livre qui le raconte. Donc c'est quand même pas rien, ça. Et à cela s'ajoute aussi le rapport à la mémoire, Paola. On ne va pas revenir ici, d'abord c'est pas le sujet de l'émission, sur la question de la mémoire chez Proust, la mémoire proustienne. Mais enfin, Céline, écoutez ça, c'est Denis Podalides qui le lit. La grande défaite en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever. Et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins, nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes. Et puis poser sa chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. On est très proche là de l'idée de salvation par la mémoire qu'on a dans la recherche. Ben il s'agit de sauver quelque chose, ce grand cimetière de vivants, ou de morts vivants, ou de vivants déjà morts, que constitue la recherche du temps perdu, n'est rien d'autre que le sentiment que la grande défaite en tout, c'est d'oublier. La grande défaite en tout, c'est d'oublier. Ce qui se passe avec la Madeleine, le bonheur qui l'étreint, et la révélation ultime de l'œuvre qu'éprouve le narrateur, donc à la fin de la recherche du temps perdu, c'est tout simplement que la mémoire, quand elle est involontaire, c'est-à-dire quand elle ne nous laisse pas le choix, la mémoire est l'occasion de sauver ce qui peut l'être. On a vu que la beauté permettait de sauver des choses, chez Céline comme chez Proust. Céline guérit de la douleur en allant au cinéma, en regardant un village qui brûle de loin parce qu'il trouve ça beau. Proust guérit de la douleur d'avoir perdu sa mère, par exemple, en contemplant des pommiers en fleurs, en robe de bal, les pieds dans la boue, à la fin du printemps. Mais dans les deux cas, il s'agit d'être sauvé par la beauté. Mais plus profondément, il y a cette incorporation du narrateur à son œuvre, et puis il y a le rapport à la mémoire. Et il y a un peu de du côté de la Madeleine, etc., de la réminiscence dans le personnage de Robinson, qui fait office de mémoire involontaire, parce qu'à chaque fois que Bardamu le reconnaît Robinson, c'est les épisodes qui lui reviennent en mémoire, la guerre, l'Afrique, etc. Donc, Robinson, c'est la mémoire involontaire de Bardamu. C'est celui, quand il arrive en Amérique, il a tellement pas envie de le croiser qu'il a peur de sortir. Parce qu'il sait qu'il va le croiser s'il sort. Robinson, c'est la damnation de Bardamu. C'est celui qui le condamne à se souvenir de ce qu'il voudrait oublier. C'est celui dont la lâcheté de Bardamu ne parvient pas à s'accommoder. Comment sa lâcheté pourrait-elle s'accommoder d'un individu qui ne cesse de lui rappeler ce qu'il essaie de fuir en permanence? Et c'est Robinson. Il le croise dans le coin de Noirceur en pleine nuit pendant la guerre, il le retrouve en Afrique, il le retrouve au Rincy, il le trouve à Toulouse, il le trouve à Paris, il le trouve en Amérique. Robinson, il est toujours là. Robinson est toujours là, et Robinson est celui dont la mort, assassinée par une idéaliste en amour, renseigne sur la violence inouïe des bons sentiments ou des sentiments bons, puisque c'est une femme qui le tue par amour. Ce sale type d'ailleurs, Robinson, c'est le sale type, c'est un type qui n'a aucun scrupule à devenir un assassin et à faire chanter ce qu'il emploie ensuite. Puis c'est un maladroit, c'est un... c'est Robinson, quoi. Il est vraiment de la même espèce que Bardamu. Et en même temps, il est celui que Bardamu redoute de croiser, parce qu'effectivement, Robinson va le remettre en face de ce qu'il essaie de fuir. Mais en fait,
regardez sous cet angle-là, il y a beaucoup de choses qui rapprochent Proust et Céline, comme vous l'avez fait entendre. Et ce qui les éloigne le plus souvent, hormis ce que dit Céline dans sa correspondance, c'est des critères assez bas, enfin assez simplistes. Par exemple, je me souviens que dans un livre des critiques paru dans les années 30, donc 32, 33, il y a Léon Daudet qui écrit dans Candide. Léon Daudet. Oui, Léon, pas Lucien. Oui, c'est Léon. pas la même chose, parce que Lucien était proche de Proust. Eh ben, ce que dit Léon, c'est que ce qui les différencie, en fait, Céline et Proust, c'est d'un point de vue du genre, que Céline est mâle et que Proust est femme. Alors, derrière cette distinction débile entre ce qui est mâle et femelle, hein, parce que c'est pas mâle et femme, Oui, hein, c'est c'est mâle femelle, hein. et femelle, hein, parce que c'est ça qu'il entend. Au fond, cette distinction recouvre toute une série de distinctions qui ne sont même pas des nuances entre Proust et Céline. Je veux dire, Proust et Céline, c'est la douceur et la violence. C'est l'intelligence d'un côté contre de l'autre côté la haine de l'intelligence. C'est une prose méandreuse, la phrase proustienne comme on dit, contre une sorte de déluge, de Niagara, de mots qu'on éructe dans le voyage au bout de la nuit. C'est la richesse proustienne contre la pauvreté du miteux célinien. Stylistiquement, à cela correspond l'emploi proustien des virgules et l'absence de virgules chez Céline. Enfin, il y en a moins chez Céline, il y a plutôt des points de suspension chez Céline, voire des points-virgules d'ailleurs. Donc il y a toute une série de distinctions qui sont vraiment évidentes. Mais vraiment, je crois, au-delà de ces distinctions, il y a vraiment des points communs. Par exemple, vous vous souvenez que dans le Temps retrouvé, le narrateur, avant de trébucher sur le pavé mal équarri de la cour de l'hôtel de Guermantes, et de se souvenir en trébuchant sur le pavé mal équarri de la cour de l'hôtel de Guermantes des dalles du baptistère de Saint-Marc, avant que cela ne lui arrive, le narrateur est saisi par le sentiment que l'inspiration le déserte. Il dit, par exemple... J'essayais de tirer de ma mémoire d'autres instantanés, notamment des instantanés qu'elle avait pris à Venise, mais rien que ce mot me la rendait ennuyeuse, comme une exposition de photographie, et je ne me sentais pas plus de goût, plus de talent pour décrire maintenant ce que j'avais vu autrefois qu'hier, ce que j'observais d'un œil minutieux et morne au moment même. Dans un instant, tant d'amis que je n'avais pas vus depuis si longtemps allaient sans doute me demander de ne plus m'isoler et ainsi de leur consacrer mes journées. Je n'aurais aucune raison de le leur refuser puisque j'avais maintenant la preuve que je n'étais plus bon à rien, que la littérature ne pouvait plus me causer aucune joie, soit par ma faute étant trop peu doué, soit par la sienne si elle était en effet moins chargée de réalité que je n'avais cru. Façon proustienne et tarabiscotée de dire qu'il a perdu l'inspiration. Chez Céline, ça donne ça. Je m'en retournais triste quand même du côté de Vigny, en pensant que tous ces gens, ces maisons, ces choses sales et mornes ne me parlaient plus du tout droit au cœur comme autrefois, et que moi, tout mariole que je pouvais paraître, je n'avais peut-être plus assez de force non plus, je le sentais bien, pour aller encore loin, moi, comme ça, tout seul. Ils décrivent à merveille l'un et l'autre l'inspiration qui les déserte, façon du Bellay, vous vous souvenez ? Là, où est maintenant ce mépris de fortune, où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité et cette honnête flamme au peuple non commune. Or, le paradoxe, c'est que Du Bellay rédige le plus beau de ses sonnets sur la perte même de l'inspiration, alors que Céline et Proust eux-mêmes font des pages magnifiques pour décrire le moment où le désespoir s'empare du cœur de leur héros, de leur narrateur, pour ensuite les laisser dans la déréliction et dans le sentiment qu'ils sont abandonnés et que l'inspiration les a quittés. Alors ce que je vous propose maintenant, Raphaël, c'est qu'on entende quand même un petit bout du voyage en Afrique, la traversée, et puis ensuite l'arrivée en Bragamance. Parce que... Vous avez raison de m'arrêter là, parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Proust et Céline. Je renvoie juste nos auditeurs, puisque pour les besoins de la chose, je renvoie juste nos auditeurs à cet exercice de lecture comparée qui est vraiment très amusant. Des comparaisons objectives, par exemple la façon dont Sophie, la petite Sophie, qui est la fiancée de Bardamus, sa bonne amie, celle qui de temps en temps, celle qui le fait cocu à l'hygiène, comme il dit, puisqu'elle va coucher avec d'autres parce qu'elle dit qu'il est fatigué, qu'il a besoin de se reposer, et qu'elle-même a plus de besoins que lui, donc il trouve ça tout à fait réglo, il n'y a pas de problème. La petite Sophie, il l'a décrit en train de dormir. Et la description de Sophie en train de dormir rappelle, mais vraiment à s'y méprendre, le portrait que le narrateur propose d'Albertine, endormie. Il y a comme ça des passages. Et puis, un autre point qui, moi, me semble très important, c'est sur la question de la bonté. Dans Le Voyage au bout de la nuit, notamment la bonté du personnage d'Alcide, qui rappelle, moi, je trouve, la bonté de Charlus. La bonté dont le baron de Charlus... La bonté des méchants, quoi.
Oui, c'est-à-dire que les personnages sont complexes. Charlus est méchant, il est cruel, mais il est capable de bonté. Il donnerait sa fortune et sa vie pour sauver un soldat, surtout s'il est anglais, parce qu'il aime beaucoup les soldats anglais. Chez Céline, c'est la bonté d'Alcide, qui tutoyait les anges et n'avait l'air de rien. Autant de transitions possibles, autant de réconciliations possibles entre Proust et Céline, et ce petit excursus trop long sur ces deux auteurs a pour seul but, en tout cas sera parvenu à son but s'il persuade quelques-uns de nos auditeurs, eh bien de ne pas lire l'un aux dépens de l'autre, mais de les délire, si j'ose dire, tous les deux, l'un et l'autre. Mais, dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins, au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuve infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bracton, condamnés à ne plus s'éloigner du bar, envoûtés, rivés au ventilateur, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadence incohérente. Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoqués, libérés, bien débraillés enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instinct tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface, dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est alors qu'on se déboutonne éperdument, et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent un moment le rétaux, on peut apercevoir des blancs, ce qu'on découvre du gai rivage, une fois que la mer s'en retire. La vérité, mare lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. On va en Afrique, mais on est vraiment en partance, c'est-à-dire qu'on Oui. on est dans la traversée. C'est ça, quand j'ai dit on va en Afrique, on n'y est pas encore. On est sur l'amiral Bracton. Et le panier de crabes, quoi. Le panier de crabes. Oh, c'est extraordinaire. Vous avez remarqué, on est prompt à reprocher. D'ailleurs, il y a des passages où il parle des nègres qu'on bat, qui sont stupides, etc., etc., dans le voyage au bout de la nuit, qui sont des passages qu'on pourrait à bon droit tenir pour des passages racistes. Sauf qu'on insiste moins aussi sur le fait que Céline est également... Enfin, je veux dire, Céline, s'il est raciste... Il est vraiment universellement raciste, c'est-à-dire que rien n'échappe à son racisme en l'occurrence, puisque là, ce sont les Blancs qui en prennent pour leur grade. Hein. Comment il dit ça? Il dit, ah oui, c'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquer, libérer, bien débrailler enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Imaginez un instant que Céline ait écrit « L'angoissante nature des nègres, provoquer, libérer, bien débrailler enfin leur vraie nature, tout comme à la guerre ». Bon, ça nous ferait hurler. Mais ça, c'est une particularité de l'opinion publique qui veut qu'un racisme soit moins perceptible que l'autre. C'est très intéressant. Par exemple, vous avez en France le CRAN. Vous savez, c'est le CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires. Bon, très bien, pas de problème, ils jouent le jeu de la République, d'ailleurs, enfin ils le disent, et pourquoi pas, etc. Imaginez un instant qu'on ait créé un CRAB, un conseil représentatif des associations blanches. Vous imaginez le truc ?
tout le monde aurait hurlé au nazisme. C'est étonnant comme on est plus attentif à un racisme qu'à un autre. Or là, chez Céline, si vous voulez, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde en prend pour son grade. Et de façon différenciée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Gobineau là-dedans, au sens où Gobineau, dans son traité sur l'inégalité des races, qui est un recueil de toutes les conneries qu'on peut dire sur les uns et les autres, hein, accumule les clichés. C'est à lui qu'on doit les clichés du noir qui est mollasson, enfin bon, peu importe. Il accumule tous les clichés. Mais en même temps, et c'est ce que Lévi-Strauss reconnaissait à Gobineau d'ailleurs, il rend au monde toutes ses couleurs. Il différencie les racismes au fond. Il est pas raciste de la même façon. Alors chez Gobineau, il y a une supériorité de l'homme blanc. Mais chez Céline, il n'y a pas de supériorité de l'homme blanc. Il est raciste à tous égards. Si racisme il y a, c'est un racisme universel. C'est un peu comme Romain Gary qui, dans Chien blanc, vous savez, il tombe sur un chien qui a été dressé pour mordre uniquement les noirs. Et toute l'entreprise de Romain Gary, lui-même, devant ce chien, c'est d'apprendre au chien à ne pas mordre seulement les noirs, en expliquant que l'avenir de l'humanité, c'est aussi la capacité de mordre les blancs. Et il y a de cela, je crois, dans ce grand livre humaniste, entre guillemets, que compose le voyage au bout de la nuit entre la charogne et l'étron. Mais peut-être que le terme racisme n'est pas vraiment adapté, Oui, racisme peut-être. universel, puisque c'est se situer, enfin, est raciste celui qui se situe déjà comme appartenant à une race. Et dans le cas de Bardamu, il est vraiment spectateur, on dirait qu'il est. Oui, il est spectateur, mais enfin, il se sent blanc quand même. Hein. Il se sent blanc, il fait la différence. Il fait la différence. Il y a une différence entre les blancs et les noirs. On est dans les années 30, je veux dire. Hergé Certes. faisait la même chose. Je veux dire. Mais c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Ce sont des clichés, sauf que ce sont des clichés auxquels il donne une forme extraordinaire, et surtout, ce sont des clichés qui n'épargnent personne. Il y a le cliché du blanc, l'angoissant blanc qui se vautre dans l'ivrognerie. Moi, dans le passage qu'on vient d'entendre, le truc qui me fascine, il y a comme ça des trouvailles dans le voyage au bout de la nuit, vraiment, je trouve extraordinaire. On ne peut pas mieux dire que on se mouvait mollement entre les ponts comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. Je ne vois pas de meilleure façon, là encore, de dire ce qu'il veut dire. Et de montrer ou de donner à voir, non pas de montrer, pas d'imiter, d'exprimer, comme dirait Frénofer. Et c'est presque épidermique, cette image. Oui, c'est épidermique et ça ne se dit pas, enfin ça ne s'explique pas, mais ça se sent tellement, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. Vous avez par exemple, dans le voyage au bout de la nuit, comme ça, des trouvailles de phrases qui sont étonnantes. La pluie, en cinglant, refermait la nuit sur notre voiture, qui glissait sur la longue bande de ciment lisse. Ça, c'est l'équivalent célinien de ce que Proust dit quand il écrit « Quand par les soirs d'été le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun boude l'orage, c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seul en extase à respirer, à travers le bruit de la pluie qui tombe, l'odeur d'invisibles et persistants lilas. » Ce sont des perfections, ces phrases. Ce sont des diamants. Ce sont des diamants, quelle que soit la nature de ce qu'ils décrivent. Qu'on parle de poulpes libérées ou qui se meuvent mollement entre les ponts ou au fond d'une baignoire d'eau fadasse, ou que ce soit d'invisibles et persistants lilas dont l'odeur délicieuse reste dans l'âme du narrateur, peu importe. Dans les deux cas, moi, c'est cela qui me fascine. C'est la façon dont Céline exprime les choses. Ne les imite pas, ne les décrit pas, mais les exprime. Et c'est à chaque fois l'œuf de Colomb, si j'ose dire. Ils vont en Afrique, ils vont pas en Amérique, mais c'est l'œuf de Colomb, c'est la quadrature du cercle. Ce qu'il parvient à faire stylistiquement est, à mon avis, inégalé. Alors pour revenir un petit peu aux charognes, aux étrons et aux poulpes, ils sont pas seulement mous et ivrognes, ces blancs-là, ils sont très cruels au cours de la traversée. Non seulement ils sont cruels, mais c'est une cruauté qui s'ignore. Enfin, ils se persuadent eux-mêmes des motifs qui justifient ensuite l'exercice de leur cruauté. Et il se produit quelque chose dans cette étuve fadasse, molle, tiède, dégueulasse, cette espèce de vomi permanent, cette sueur constante. Comme une réaction chimique un petit peu. Exactement. Il se produit comme une réaction chimique qui vaut à des individus de se fabriquer un Jonas. Et manque de bol, Bardamu est le seul à avoir payé son billet. Donc comme il n'appartient pas ni à la noblesse des annuaires, ni à l'armée dont on finance le périple, ni aux militaires qu'on envoie pour gérer les colonies, comme il n'appartient pas à tout cela et qu'il a dû payer son billet, assez vite la rumeur démarre et Bardamu devient très exactement le bouc émissaire de l'équipage. Écoutez. Quelque temps après les îles Canaries,
J'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent, qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie, d'être même un peu cocaïnomane, mais cela à titre accessoire. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant qu'au début de mes épreuves. C'est alors que j'appris l'usage imposé sur cette ligne de n'accepter qu'avec une extrême circonspection, d'ailleurs accompagnée de brimades, les passagers payants, c'est-à-dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des arrangements bureaucratiques, les colonies françaises appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des annuaires. Il n'existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s'aventurer de ses côtés. Espion, suspect, on trouva 1000 raisons pour me toiser de travers, les officiers dans le blanc des yeux, les femmes en souriant d'une manière entendue. Bientôt les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustiques. On en vint à ne plus douter que c'était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord, et pour ainsi dire, le seul. Voilà qui promettait. Je voisinais à table avec 4 agents des postes du Gabon, hépatiques, édentés. Familiers et cordiaux dans le début de la traversée, ils ne m'adressèrent ensuite plus un traître mot. C'est-à-dire que je fus placé, d'un tacite accord, au régime de la surveillance commune. Je ne sortais plus de ma cabine qu'avec d'infinies précautions. L'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide. À poil, verrou tiré, je ne bougeais plus. Et j'essayais d'imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre. Je ne connaissais personne à bord, et cependant chacun semblait me reconnaître. Mon signalement devait être devenu précis, instantané dans leur esprit, comme celui du criminel célèbre qu'on publie dans les journaux. Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l'indispensable infâme et répugnant saligo, honte du genre humain qu'on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du diable et du bon Dieu, mais qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand à terre et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu, pour l'isoler enfin, le saligo, l'identifier, le tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne rencontrait que sur ce bord étroit. Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral Braqueton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. C'était moi. C'est intéressant parce qu'on avait commencé à le mentionner dans l'émission précédente, dimanche dernier, mais ce que décrit dans cette petite société close et recluse sur le bateau, l'amiral Braqueton, ce que décrit Céline, c'est donc la formation de ce qu'on peut appeler un bouc émissaire et d'une haine entendue et complice, mais c'est l'antisémitisme, surtout celui des années 30 et celui de tous les temps, en fait. C'est une des modalités de l'antisémitisme, c'est-à-dire que c'est, de toutes les modalités de l'antisémitisme, celle qui se donne à elle-même le moins de raison. D'un accord tacite. D'un accord tacite, c'est ça qui est en jeu là. Et ce qui est important, c'est le non-dit. C'est le on-dit et le non-dit. Parce qu'il est dans les on-dit, on dit qu'il est pédéraste, cocaïnomane, qu'il fait des trucs épouvantables, etc. Et il est dans le non-dit parce que personne, au fond, ne vérifie la source d'une telle rumeur, ne prend la peine de le vérifier. On est dans le monde de la fumée sans feu. On est dans un monde d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler celui dans lequel nous vivons, où à coup de rumeurs, vous pouvez jouer tout simplement avec l'innocence de quelqu'un. Parce que les gens qui entendent ces rumeurs, qui sont propagées par des journalistes parfois impécunieux qui ne font pas attention à ce qu'ils racontent ou qui ne vérifient pas leurs sources, quand les gens entendent cela, les gens finissent par croire ce qu'ils entendent et ils sont de bonne foi. On est dans le régime de la fumée sans feu. Alors, l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme contre le peuple déicide. C'est l'antisémitisme contre les juifs et leur métier d'usure et le rapport à l'argent. Je veux dire, il y a des antisémitismes qui se donnent des raisons à cela. C'est l'antisémitisme, c'est l'affaire Dreyfus, c'est l'antisémitisme, le juif est un traître à la patrie par définition puisqu'il n'en a pas lui-même. Enfin bon, il y a comme ça toute une série de modalités de l'antisémitisme. Celle-là est de loin la plus intéressante parce qu'elle les sous-tend. Celle-là, celle que décrit Céline,
l'espèce d'antisémitisme que décrit Céline. C'est ça qui est fort. Alors évidemment, il ne sait même pas, peut-être lui-même, qu'il décrit l'antisémitisme dans lequel il va verser, il s'apprête à verser. Mais c'est ça qu'il raconte. Ce qu'il décrit ici, si on remplace Bardamu par le juif, c'est la constitution imaginaire, inconsciente, irréfléchie du bouc émissaire. C'est-à-dire de celui dont la présence est absolument indispensable. C'est l'antisémitisme qui inventerait le juif si le juif n'existait pas. C'est l'antisémitisme des réflexions sartréiennes sur la question juive. On a inventé le Jonas, on a inventé le bouc émissaire, on a eu besoin de le fabriquer de toutes pièces pour digérer cette étuve, digérer ces étrons, digérer ces poulpes, digérer cet ennui et toutes les métaphores qui l'accompagnent, digérer ce whisky chaud dans lequel on s'endort dès le réveil. On a eu besoin d'un Jonas. De la même manière que certaines sociétés se recomposent à bon droit sur la figure du juif qu'on tient, indûment ça va de soi, mais selon des processus infiniment subtils de fabrication, qu'on tient pour le responsable universel de tous les maux. À cela s'ajoute le fait que la plupart des gens qui daubent sur Bardamu pendant le voyage ne voient pas son visage. Ils ne savent même pas qui c'est. Alors, on le décrit, donc au bout d'un moment, on finit par l'identifier. Mais les gens le détestent avant même de l'identifier. Ils le haïssent avant même de savoir quelle gueule il a. Or, l'antisémitisme a toujours... c'est le problème de l'antisémitisme, ce qui faisait dire d'ailleurs à Bernanos que Hitler déshonorait l'antisémitisme. Le problème de l'antisémitisme, enfin l'un des problèmes de cette théorie, entre guillemets, ou de ce discours stupide, on n'a pas le visage de l'ennemi. C'est comme l'homophobie, on n'est jamais trop sûr. Si ça se trouve, on en est un peu nous-mêmes. Si ça se trouve, on est un peu juif. Peut-être vous, Paola, vous êtes un peu juif. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde la courbe de votre nez, si vous voulez. Si ça se trouve, peut-être vous êtes un peu homosexuel. Enfin, on n'est pas sûr. L'antisémitisme, c'est la haine de soi. C'est la possibilité d'être soi-même concerné par la détestation qu'on pratique, comme l'homophobie. Et cette modalité de la haine de soi qui culmine dans la désignation d'un bouc émissaire qui, en l'occurrence, est parfaitement innocent, mais dont le profil, c'est vraiment le profil plus que la gueule, dont le profil convient à la congrégation des détestations, cette façon de fabriquer le bouc émissaire, c'est vraiment comme ça que fonctionne, non seulement que fonctionne l'antisémitisme, mais même c'est ce qui sous-tend tous les autres antisémitismes qui viennent ensuite péniblement se donner des causes. Les causes qu'un antisémite se donne, il ne se les donne que parce qu'au départ, il éprouve en lui-même cette haine fondamentale. Et cette haine fondamentale, il me semble que peu d'écrivains en décrivent l'émergence avec le même talent que Louis-Ferdinand Céline, que j'ai plaisir ici à faire jouer contre l'antisémitisme. Et il me semble que ça n'est pas tirer le texte par les cheveux. Autant Céline Proust, je veux bien accorder que bon, ce soit parfois un peu fumeux, mais là, dans la fabrication du bouc émissaire, je vois à merveille, il me semble voir la fabrication du bouc émissaire, c'est-à-dire du juif. D'autant que Bardamu, dans le voyage, qui passe par la France, l'Amérique, l'Afrique, a un peu la posture ancestrale du juif errant, telle qu'on la voit dans la littérature. Oui, c'est vrai. Il n'a jamais de répit, Bardamu. Et le titre le dit bien assez, hein. Voyage au bout de la nuit. Et bout de la nuit qu'il n'atteint jamais. Hein. Je veux dire, le livre s'achève et au fond, il voyage encore. Hein. C'est un voyage qui est un vagabondage. Mais il est à la fois indécis quant au lieu où il va, enfin indécis, de la même manière qu'il s'enrôle sur une conversation de comptoir, après une conversation au café, quoi, pour impressionner son pote. De la même façon, il part en Amérique parce qu'il a été avec une Lola qui est américaine, et donc il a envie de partir en Amérique. Enfin, je veux dire, petite cause, grands effets, qui renseigne sur le fait que c'est moins un voyageur au sens où il se rend d'un point A à un point B. Un transit perpétuel. Oui, c'est un vagabond. Il est en zone de transit en permanence. C'est un vagabond, c'est un juif errant. Dis-nous, grand-père, quel est ton âge? Où t'en vas-tu? Qui donc es-tu? Tu as dû faire un long voyage. Et le vieillard a répondu: j'ai vu tous les pays, j'ai parcouru la terre, car depuis 2000 ans, je suis le juif errant de l'histoire.
l'histoire des hommes, je connais les mystères, ce qu'on voit aujourd'hui, moi je l'ai vu jadis. Vous cherchez un remède à toutes vos misères, l'exemple du passé ne vous a rien appris. Oui, tant que tournera notre machine ronde, les hommes resteront les grands enfants du monde. À lui seul, cet événement valait tout le voyage. Reclus parmi ses ennemis spontanés, je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu'ils s'en aperçussent. Pour y parvenir, je les épiais impunément, le matin surtout, par le hublot de ma cabine. Avant le petit déjeuner, prenant le frais, poilu du pubis aux sourcils et du rectum à la plante des pieds, en pyjama, transparents au soleil. Vautrés le long du bastingage, le verre en main, ils venaient rôter là, mes ennemis, et menaçaient déjà de vomir alentour, surtout le capitaine aux yeux saillants et injectés que son foie travaillait ferme dès l'aurore. Régulièrement au réveil, il s'enquérait de mes nouvelles auprès des autres lurons, si l'on ne m'avait pas encore balancé par-dessus bord, qu'il mandait, comme un glavio, pour faire image, et en même temps il crachait dans la mer mousseuse. Quelle rigolade. L'amiral n'avançait guère. Il se traînait plutôt, en ronronnant, d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce de maladie. Les membres de ce concile matinal, à les examiner de mon coin, me semblaient tous assez profondément malades, paludéens, alcooliques, syphilitiques sans doute. Leur déchéance visible à 10 mètres me consolait un peu de mes tracas personnels. Après tout, c'étaient des vaincus tout de même que moi, ces matamores. Ils crânaient encore, voilà tout. Seule différence, les moustiques s'étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à pleine veine ces poisons qui ne s'en vont plus. Le tréponème, à l'heure qu'il était, leur limaillait déjà les artères. L'alcool leur bouffait les foies. Le soleil leur fendillait les rognons. Les morpions leur collaient aux poils et l'eczéma à la peau du ventre. La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine. Dans pas longtemps, que leur resterait-il? Un bout du cerveau? Pour en faire quoi avec? Je vous le demande. Là où ils allaient? Pour se suicider? Ça ne pouvait leur servir qu'à ça, un cerveau, là où ils allaient. On a beau dire, c'est pas drôle de vieillir dans les pays où il n'y a pas de distraction, où on est forcé de se regarder dans la glace, dont le teint verdit, devenir de plus en plus déchu, de plus en plus moche. On va vite à pourrir, dans les verdures, surtout quand il fait chaud atrocement. Si j'ai bonne mémoire, Raphaël, dans l'émission de la semaine dernière, vous aviez mentionné Pascal. Et alors là, on est un peu en plein dedans parce que justement, ces hommes forcés de se regarder dans le miroir et de regarder leur propre déchéance, c'est l'homme du divertissement pascalien, en quelque sorte. Mais oui, ceci en est l'exemple, ou l'illustration. Au-delà de ça, c'est le rapport de ce livre avec la vérité. Dans nos vies, nous avons un rapport complexe à la vérité. On peut à la fois faire le Nietzschéen, le malin, qui dit que la vérité est un mensonge supérieur au mensonge lui-même, et que quand on veut dire toute la vérité, on continue de mentir. C'est Alceste, on en a parlé. Bien sûr, on peut faire cette critique-là et montrer que la vérité est mensongère. On peut aussi dire que quelqu'un qui devant un jury jure de dire toute la vérité se condamne par définition à mentir par omission, puisque dire toute la vérité c'est impossible. Donc on peut faire la critique de la vérité, et en même temps on peut considérer dans nos vies que la différence entre le mensonge et la vérité, c'est que le mensonge c'est une fabrication, et qu'il faut constamment étayer notre fabrication. Quand on ment, pour pas se faire prendre, par exemple un meurtrier qui se donne un alibi, il a besoin de verrouiller le truc pour ne pas se faire prendre, alors que quelqu'un qui dit la vérité, il peut dire en un sens n'importe quoi, il ne risque rien si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de vous inventer un soir au cinéma, ou de raconter que vous étiez ailleurs, ou de téléphoner à un copain pour lui demander de vous couvrir. Dans la mesure où vous dites la vérité, vous êtes tranquille. Et la vérité peut être un apaisement autant qu'un mensonge ou autant qu'une illusion. Et dans Le Voyage au bout de la nuit, on trouve cette ambivalence, je crois, en permanence. À un moment, il parle de ces soldats qui vont mourir dans le silence de vérité. Il a un rapport à la vérité qui est très frappant. La vérité ne le lâche pas. Bardamu. Elle ne le lâche pas. C'est elle qui l'empêche de dormir. C'est elle,
elle s'appelle Amérique à cet instant, mais c'est la vérité, qui vient lui poser d'énormes questions dans la nuit de son sommeil. C'est la vérité qui, partout, tout le temps, le pourchasse, le persécute, il l'a sous les yeux, c'est une malédiction. Il ne peut pas ne pas voir ce qu'il voit, il ne peut pas ne pas regarder ce qu'on lui met sous les yeux. Bardamu est désespérément lucide, le drame de Bardamu, et qui justifie peut-être la décision d'être lâche, indépendamment du fait qu'il veut sauver sa peau. Le drame de Bardamu, qui justifie la décision plus que d'être lâche, d'être égoïste. C'est que l'égoïsme, qu'est-ce que vous voulez, c'est un combat perdu d'avance, je veux dire. On peut carapassonner ou caparaçonner, je ne sais plus comment on dit, son petit moi toute la vie, étayer les murailles de la bulle de savon que compose notre identité dans le temps de la vie, elle n'en viendra pas moins à s'estomper le jour de la mort. Je veux dire, l'égoïsme, c'est un combat perdu d'avance. Et c'est pour ça que l'égoïsme est invincible chez les gens. Pourquoi les gens n'en ont jamais fini avec leur égoïsme ? Eh bien parce qu'ils sont condamnés à mourir. Et parce que de ce point de vue, l'égoïsme a de toute façon déjà perdu. Il n'y a aucun sens à être égoïste. Le moi va mourir, celui qu'on veut protéger. Donc il va mourir. Donc l'égoïsme, c'est un combat perdu d'avance, ce qui le rend invincible. L'égoïsme de Bardamu lui vient du fait qu'il ne peut pas ne pas savoir ce qu'il y a à savoir. Il sait tout. Cet homme sait tout. Il voit tout. Il comprend tout. Il décrit tout. C'est du moins la psychologie que Céline lui attribue. C'est la psychologie d'un homme désespérément lucide. C'est la psychologie d'un homme que sa lucidité désole, que sa lucidité désespère. Et donc, quand vous parlez de divertissement, vous avez raison. Bardamu, il y a un moment comme ça en Amérique, il rentre chez lui et il n'a même plus la force de se masturber. Et il dit alors là, c'est le désespoir complet. C'est-à-dire que cette ultime distraction, cet ultime petit plaisir, cette ultime joie ténue chez un habitué du truc, parce que manifestement Bardamu ne fait que ça. Bardamu est son gros machin, comme dit Robinson. Cet ultime petit plaisir, il en est dépouillé, et là c'est le désespoir complet, c'est-à-dire que c'est un homme dont le rapport à la vérité n'est pas... il est lucide, mais son rapport à la vérité n'est pas un rapport affirmateur. Il est lucide et lâche. Il est lâche parce qu'il est lucide. Et dans le texte qu'on a entendu, cette lucidité prend la forme de Bardamu qui voit les corps en décomposition derrière ces corps blancs, mous et bedonnants. Mais qui excelle à décrire la lumière grésillante qui roustille la rétine, le moustique qui distille des poisons qui ne s'en vont plus, du tréponème qui limaille les artères, les paludéens alcooliques, syphilitiques sans doute. C'est le champion de la pourriture. C'est le meilleur peintre de la pourriture. Alors, c'est une pourriture presque lyrique, tant elle est bien écrite ou bien décrite. C'est-à-dire qu'on peut, en célinien strict, il y a des céliniens rigoureux, il y a des académies céliniennes. On peut, en célinien snob, considérer qu'au fond, le style lui-même n'est pas assez souillé par la pourriture qu'il décrit et que Céline y parviendra davantage dans Mort à crédit ou ailleurs. Reste que ce qu'il dit ici de la pourriture me semble indépassable. Est-ce esthétisant ? Écoutez, peut-être, c'est esthétisant. Moi, ça me semble très frappant. Si ça l'était tant que ça ne serait pas si sensible, si perméable, et cette lecture ne serait pas si difficile en un sens. C'est un régal, lire Le Voyage au bout de la nuit, et en même temps, c'est une lecture, moi, que j'ai toujours trouvée difficile. Comme m'a dit une amie, il faut s'y prendre à deux fois. Je lui confiais que j'avais beaucoup de mal à le lire. Un autre point commun entre Proust et Céline, ça. Voilà, il faut s'y prendre à deux fois, je pense, parce que sinon on est sollicité par le style, les images. C'est terrible, on ne sait plus d'où donner la tête, on devient un peu fébrile, alors que la deuxième fois, je pense qu'on l'aborde autrement. En tout cas, moi, c'est mon expérience de lectrice. Alors moi, c'est différent. D'abord, il y a une première lecture du Voyage au bout de la nuit, une première tentative où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui parle n'importe comment ? Et puis, après, quand on avance un peu, on s'aperçoit qu'il parle n'importe comment, mais qu'il a des accès de préciosité. Par exemple, il met l'adjectif avant le verbe. Donc, il parle à un moment des militaires qui veulent débarrasser le pont de sa putride présence, et non pas de sa présence putride, comme l'usage voudrait qu'il le fît. Et justement, on retrouve un paquet de subjonctifs imparfaits dans Le Voyage au bout de la nuit. Le père, à un moment, qui attendait que les choses se précisassent. C'est un point commun entre Céline et Proust, le subjonctif imparfait. C'est un mélange de préciosité et d'un langage qui, pour le coup, se veut langage du commun. Mais personne n'a plus châtié
que lui, le langage du commun, châtié au sens où c'est un langage châtié. Personne n'a davantage composé ce langage faussement ordinaire que Bardamu se donne, et le contraste entre sa façon de parler au quotidien, Tivati, enfin je veux dire tout ce qui dans le livre témoigne de la langue de l'époque, le contraste entre ça et l'emploi de formes précieuses dans le voyage au bout de la nuit n'est pas la moindre des surprises. Mais là où la lecture est vraiment délicate, je trouve, c'est parce qu'il donne à sentir. Ce qu'il donne à sentir est à la fois dans la lucidité, mais également dans la souillure, dans la crasse insoutenable. C'est-à-dire que c'est un livre qui désespère de l'humain. Définitivement, quoi. Juste une petite remarque, vous avez parlé du subjonctif imparfait. Je m'étais toujours fait justement la remarque que toutes ces formes en as, ça ressemblait à dégueulasse, la crasse et tout, donc pas étonnant que ça plaise à Céline en fait. Mais je suis d'autant plus d'accord avec vous que j'y avais pas pensé. Et évidemment, il y a des as de dégueulasse un peu partout. C'est un livre dégueulasse. C'est un livre délicieusement dégueulasse. Et peut-être le malaise du lecteur vient-il de cette expérience. On en parle trop, il faut l'entendre. Oui, il faut l'attendre et surtout que ce serait dommage d'arriver au terme de l'émission sans avoir mis un pied en Afrique quand même, puisqu'on est encore sur la mer. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Hein. On est, vous et moi, dans la position de Moïse, s'approchant de la terre promise, de la terre fétide africaine, pourrie entre toutes, pourrie à la fois par le soleil, par cette étuve et par l'ambiance coloniale qui s'y trouve. Continuons le voyage, on va voir où on va. Le commandant du navire, gros malin trafiqueur et verruqueux, qui me serrait volontiers la main dans les débuts de la traversée, chaque fois qu'on se rencontrait à présent, ne semblait même plus me reconnaître. Ainsi qu'on évite un homme recherché pour une sale affaire, coupable déjà. De quoi? Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue. Les motifs viennent tout seuls. D'après ce que je croyais discerner dans la malveillance compacte où je me débattais, une des demoiselles institutrices animait l'élément féminin de la cabale. Elle retournait au Congo, crevée, du moins je l'espérais, cette garce. Elle quittait peu les officiers coloniaux, au torse moulé dans la toile éclatante, et paraît au surplus du serment qu'ils avaient prononcé de m'écraser, ni plus ni moins qu'une infecte limace. Bien avant la prochaine escale. On se demandait à la ronde si je serais aussi répugnant à Platique qu'en forme. Bref, on s'amusait. Cette demoiselle attisait leur verve, appelait l'orage sur le pont de l'amiral Bracton, ne voulait connaître de repos qu'après qu'on m'eût enfin ramassé pantelant, corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d'oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié sous la botte, et le poing d'un de ces gaillards dont elle brûlait d'admirer l'action musculaire, le courroux splendide. Scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés pressentaient un réveil. Ça valait un viol par gorille. Le temps passait, et il est périlleux de faire attendre longtemps les corridas. J'étais la bête. Le bord entier l'exigeait, frémissant jusqu'au soute. La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. Et comme il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive, plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coinça ainsi entre 2 cabines, au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire aussi qu'il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Il recouvre la mer et le bateau et les cieux. Des gens solides en deviendraient bizarres. À plus forte raison, ces abrutis chimériques. Un sacrifice. J'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après le dîner, où je m'étais quand même rendu, tracassé par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m'éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient, assis sous le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent, à ma surprise, à me parler librement
et complaisamment de duels et d'estocades à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo, celle qui avait l'haleine si forte, se dirigea vers le salon. J'eus le temps de remarquer qu'elle portait une robe en guipure de grand apparat et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée pour jouer, si l'on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte, quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes, en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré. Il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'emmenais pas large, le cœur battant, à hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale me fit présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l'effet d'un morceau de la guerre qu'on aurait remis brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin. Ce texte rejoint un petit peu le texte qu'on avait entendu la semaine dernière avec le capitaine Frémison, parce que Oui, c'est juste avant. ce type au képi, c'est lui, c'est Frémison. Et la façon dont se sort d'affaire Bardamu est quand même intéressante, parce que c'est, une fois encore, par sa lâcheté, il met son ego au placard. D'ailleurs, s'il en a un, il met son ego au placard et il décide de jouer le patriote, etc. Toute possibilité de lâcheté, écrit-il, devient une magnifique espérance à qui s'y connaît. C'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. « Capitaine, lui répondis-je, avec toute la voix convaincue dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre. Vous, moi, comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice, en vérité. J'en ferai, capitaine, une maladie. Comment? Moi, hier encore défenseur de notre chère patrie, moi dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années au cours d'inoubliables batailles, de quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Puis, m'adressant au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers? C'est trop! Vraiment, c'est trop! Donc en fait, ce que fait Bardamu là, c'est du branle-d'or dans le texte. C'est ce que il rejoue encore, on est encore dans le théâtre, le rôle de branle-d'or à l'hôpital. Exactement, il fait du branle-d'or dans le texte. C'est branle-d'or qui lui sauve la vie. C'est branle-d'or et sa fibre patriotique. D'ailleurs, il le dit un peu plus loin. Il dit « Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre ? Vive la France alors, nom de Dieu, vive la France !» Et il ajoute « C'était le truc du sergent branle-d'or. » Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas, j'adore, où la France me sauva la vie. Jusqu'ici, c'était plutôt le contraire. Effectivement, c'est le truc du sergent branle-d'or. Ce qui veut dire que là encore, il joue un rôle. C'est là qu'il dit « Je le tenais par la tête, le capitaine. » Parce que, évidemment, il reste dans la note lyrique. Au fond, il ne sait plus ce qu'il raconte. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il se souvient des monologues du médecin-chef Bétombe sur la France, cette femme qu'il faut honorer, etc., etc., et de branle-d'or qui dit « on les aura, on les aura ». Et il compile les deux et il fait une mélasse spontanée de ces deux discours patriotiques. Il en vomit une sorte de diatribe qui, se terminant par « Vive la France », ne laisse pas à ses agresseurs putatifs la liberté de le gifler. Et donc il s'en sort par le théâtre. Et c'est intéressant parce qu'il lui prend les mains au capitaine Frémison. Et il lui prend les mains en prenant l'air lyrique et ému. Il espère être émouvant. Il l'a peut-être été, dit-il. Il lui prend les mains en prenant l'air lyrique et ému. Il lui prend les mains comme on prend les mains de quelqu'un qu'on veut toucher, qu'on veut convaincre. En réalité, évidemment, petite cause, grands effets. Petite histoire, grande histoire. Il lui prend les mains uniquement parce que quand il lui tient les mains, il se dit que ces mains-là ne peuvent pas finir sur sa figure. Et donc là encore, il recouvre de lyrisme, ce qui relève chez lui d'une lâcheté qui, et vous avez peut-être raison à cet égard, est l'expression de son désir de vivre.
Oui, on arrive sous les tropiques et ce sera le mot de la fin pour l'instant, sachant que nous reviendrons sur le voyage au bout de la nuit. On a à peine évoqué l'Amérique, on a à peine évoqué la Garenne-Rancy, on a à peine évoqué tous ces moments du voyage au bout de la nuit qui méritent à eux-mêmes qu'on y revienne. Donc nous voyagerons encore au bout de la nuit en votre compagnie, Paola, dans le Gai Savoir. Le mot de la fin à Céline, interprété magnifiquement. C'est les éditions Gallimard qui en ont fait un livre lu par Denis Podalides, dont la lecture nous a accompagnés au cours de ces 2 émissions. Écoutez. Il est difficile de regarder en conscience les gens et les choses des tropiques, à cause des couleurs qui en émanent. Elles sont en ébullition, les couleurs et les choses. Une petite boîte de sardines ouverte en plein midi sur la chaussée projette tant de reflets divers qu'elle prend pour les yeux l'importance d'un accident. Faut faire attention. Il n'y a pas là-bas que les hommes d'hystériques. Les choses aussi s'y mettent. La vie ne devient guère tolérable qu'à la tombée de la nuit. Mais encore l'obscurité est-elle accaparée presque immédiatement par les moustiques en essaim. Pas 1, 2 ou 100, mais par billions. S'en tirer dans ces conditions-là devient une œuvre authentique de préservation. Carnaval le jour, écumoire la nuit, la guerre en douce. Quand la case où l'on se retire, et qui a l'air presque propice, est enfin devenue silencieuse, les termites viennent entreprendre le bâtiment. Occupés qu'ils sont éternellement les immondes, à vous bouffer les montants de la cabane. Que la tornade arrive alors dans cette dentelle traîtresse, et des rues entières seront vaporisées.